Ana Fidelia Quirot, à qui Fidel Castro adressait ce vibrant hommage, est une héroïne nationale. Peu d'histoires ont un relief aussi singulier que celle de cette athlète cubaine. 2 ans avant cette cérémonie, Ana Fidelia dominait l'athlétisme mondial, comme ici, lors de sa victoire à Barcelone au printemps 92. Ana collectionnait les titres et les médailles sur 400 et 800 mètres. En moins de 3 ans, elle alignait 39 victoires consécutives. Rien ne semblait pouvoir lui résister. La belle cubaine rayonnait sur les podiums du monde entier. Le destin allait pourtant contrarier cette formidable trajectoire. Dans les premiers jours de l'année 93, l'explosion d'une gazinière la blesse grièvement. Brûlée au 3e degré, Ana, alors enceinte de 7 mois, perd l'enfant qu'elle portait. Cette tragédie bouleverse les Cubains. Pourtant, 11 mois après cette terrible épreuve, Ana Fidelia Quirot reprend la compétition. À Ponce, lors des Jeux d'Amérique centrale, Ana Fidelia, privée de sa souplesse naturelle, du fait de nombreuses greffes de peau, court ce 800 mètres en robot. Ses mouvements sont limités, impossible de balancer la tête ou de céder des avant-bras. Pourtant, elle obtient une incroyable 2e place. C'est un véritable exploit. Un peu à l'écart, Laetitia Writzde, qui a pourtant remporté l'épreuve, observe seule, médusée, le sacre de la cubaine. C'est pour cette leçon de courage et de volonté que Fidel en personne a tenu à lui rendre hommage. L'émotion de Castro est réelle. Qu'est-ce qu'Ana Fidelia personnifie avec tant de force, si ce n'est la propre histoire de son pays? Une volonté presque pathétique d'infléchir le cours de l'histoire. Ana Fidelia est née avec la Révolution, il y a un peu plus de 30 ans. 30 années durant lesquelles le monde s'est transformé, alors que Cuba s'enfermait dans un militantisme solitaire et obstiné. Après avoir incarné le renouveau révolutionnaire, Fidel Castro a vu tous ses anciens camarades changer de rive et oublier les promesses d'hier. Le rêve s'éloigne et aujourd'hui, il n'y a plus guère que le sport qui permette à Cuba d'exister sur la scène internationale. L'histoire sportive cubaine est pleine de mythes et de héros. Au premier rang de ceux-ci, Stevenson, fabuleux boxeur poids lourd. Longtemps présenté comme le seul boxeur à pouvoir battre Mohamed Ali, il refusa les ponts d'or que lui proposaient les promoteurs américains pour passer professionnel. Alberto Juan Torena fut lui aussi un champion exceptionnel. Aux Jeux Olympiques de Montréal, en 1976, il accomplit un exploit qu'aucun athlète au monde n'avait réussi avant lui. Il remporte le doublé 400 et 800 mètres. Et rafle, sans en avoir l'air, le record du monde. En 3 décennies, les sportifs de la Havane ont marqué de leur empreinte les plus grands événements sportifs internationaux. Beaucoup l'ignorent, mais les Cubains sont les athlètes les plus performants au monde. Une médaille pour 350 000 habitants, 7 fois mieux que les États-Unis. L'ombre d'Atlanta plane sur le grand stade de la Havane. Ce stade fut construit pour les Jeux panaméricains de 1991. La situation économique du pays était catastrophique et la rumeur prétendait que jamais le stade ne serait terminé à temps.
Tous les athlètes cubains participèrent alors aux travaux. Non seulement le stade fut prêt le jour J, mais pour la première fois de l'histoire, les Cubains remportèrent ces Jeux en battant les États-Unis. Ana Fidelia, comme tous les autres sportifs, prépare activement le rendez-vous américain, mais à la cubaine. Plus question de boycott, les Cubains ont besoin des Jeux olympiques. Cependant, malgré cette pression, l'entraînement reste bon enfant. Dímela, Maite, levanta bien, vamos. Más arriba, Maite, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba. Venga, bien los brazos arriba, Yané. Vamos, bien arriba, más arriba, más arriba el péndulo, más arriba el péndulo, más arriba el péndulo. Leandro Civil est l'entraîneur d'Ana Fidelia Quirot. C'est lui qui a mis en place le programme technique pour sa rééducation. Depuis son titre de championne du monde, l'année dernière à Göteborg, Ana Fidelia rêve de médaille à Atlanta. À 33 ans, elle achèverait ainsi une carrière sportive exceptionnelle. Calme et attentif, Leandro Civil observe son élève. Ce matin-là, Ana va enchaîner 4 800 mètres. ¿Cómo te sentís? Pesado por las pesas, se te ve que no tiene la... Por eso el problema de las pesas de los viejos, hay que bajarle un poquito, hacerle un poquito más con más velocidad, ¿entiendes? El martes sí, pero los otros días de semana no, como ya estoy en forma. ¿Cuánto fue? Méticuleusement, jour après jour, Leandro enregistre les progrès de sa championne. Il ne pensait pas qu'Ana Fidelia pourrait récupérer aussi vite après son accident. Mais aujourd'hui, il est sûr de lui. Ana sera championne olympique. Ivan Pedroso est champion du monde de saut en longueur. L'année dernière, la Fédération internationale refusa d'homologuer son record du monde à 8,96 m. Qu'importe, Pedroso pourrait bien être le premier homme à franchir 9 mètres. Sotomayor, lui, détient toujours le record du monde de saut en hauteur à 2,45 m. Il sera l'un des grands favoris de la discipline cet été à Atlanta. À 14 ans, Javier Sotomayor sautait déjà 1,84 m. Sus compañeros del equipo cubano comenzaron a aplaudir al unísono, rítmicamente. En 1993, il établissait un nouveau record mondial à 2,44 m. Eran las 10:15 de la noche y allí va Javier Sotomayor hacia los libros de la historia. El primer hombre que pudo quebrar los 8 pies, 2,44 m. Ces deux champions ont fait les plus grands bonds de l'histoire de l'humanité. Cela crée des liens. Ils s'entraînent ensemble aussi souvent que possible. Au printemps dernier, Pedroso fut opéré de la cuisse droite. Le manque de compétition risque fort de l'empêcher de défendre ses chances à Atlanta. Mais si ces Jeux sont sans doute les derniers pour Sotomayor, Pedroso, lui, n'a que 23 ans. Si ce n'est pas Atlanta, ce sera Sydney. À Cuba, chaque sportif est entouré d'une équipe de 4 ou 5 personnes. Des entraîneurs, bien sûr, mais aussi des médecins, des psychologues. Ils participent à chaque phase de la préparation. Durant l'entraînement, cette petite famille cherche à évaluer les progrès, à rassurer l'athlète et à éviter les tensions. Las pruebas de personalidad que ya la tenemos hecha de otros años, solamente vamos a hacer un proceso de actualización de estas pruebas y hacer los ajustes en cuanto a la actualización del estado psíquico. Pedro Rodríguez est le psychologue attitré de Sotomayor et de Pedroso. Il les suit toute l'année, aussi bien à l'entraînement que lors des compétitions internationales.
Aucune décision importante ne se prend sans lui. On peut être champion du monde et ne pas se prendre au sérieux. Le soleil décline, le grand stade s'est vidé. Seuls, Ana Fidelia et Leandro continuent l'entraînement. Au programme, une série d'exercices de musculation et d'assouplissement pour réduire les séquelles des nombreuses opérations chirurgicales. Ana Fidelia a pris l'habitude de s'entraîner tôt le matin ou tard le soir, à l'abri des rayons du soleil dangereux pour sa peau. Depuis sa course de Ponce, elle a subi 8 opérations. 5 autres sont programmées après Atlanta. Inlassablement, dans ce stade désert, Ana Fidelia s'applique et enchaîne les exercices. Qui pourrait imaginer que l'élite de l'athlétisme mondial passe plusieurs heures par jour dans ce sous-sol sinistre? Une pièce insalubre, des appareils bricolés maison et une chaleur étouffante. Aucune caméra occidentale n'avait jusqu'ici été autorisée à filmer cette salle. À l'image du pays tout entier, c'est souvent avec des moyens dérisoires que les sportifs cubains continuent de se battre. La Havane ressemble à ces villes ravagées par la guerre. Un port désert, des immeubles en ruine. Cuba ne se remet pas du nouvel équilibre Est-Ouest. Le grand frère soviétique n'est plus qu'un lointain cousin, et le blocus américain asphyxie chaque jour un peu plus le pays. Entre 1989 et 1993, l'activité économique a chuté de 80%, faute de carburant. La période spéciale, désignation pudique et officielle de la crise économique, est aujourd'hui ordinaire, mais chaque jour un peu plus insupportable. Les bouleversements politiques des années 80 ont remis Cuba à sa place, celle d'une île des Caraïbes sans grandes ressources que rien ne prédisposait à jouer un rôle politique majeur. Cette économie de crise, ces immeubles fissurés, ne sont pas le résultat de bombardements ou de guérillas contre-révolutionnaires. L'ennemi est invisible, le pays s'effondre de l'intérieur. Les Cubains n'ont pas plus d'adversaires qu'hier, mais ils ont moins d'amis. Personne ne sait si le socialisme cubain survivra à Fidel Castro. Pourtant, au milieu de ce délabrement général, quelques belles réussites tiennent encore debout. Le sport, l'éducation ou la santé font partie des fiertés nationales. Faire du sport à Cuba, c'est un peu faire de la résistance. Là où les immeubles s'effondrent, des terrains de jeu apparaissent. Le basket de rue envahit progressivement le centre de la Havane. Vamos, corre para adelante, Yanni. Yanni, corre por aquí, por el lateral para adelante, para que tú vas para el medio. Le boulevard du Malecón, vestige d'un passé colonial encombrant, reste l'un des lieux préférés des Havanais.
Cuba aime cultiver les paradoxes. Les États-Unis, ennemis historiques, obsèdent et fascinent. De toute l'Amérique latine, les Havanais sont sans doute le peuple le plus imprégné de culture nord-américaine. Quel choc pour le touriste fraîchement débarqué lorsqu'il apprend que le baseball est le sport national. Certes, on l'appelle ici pelota, mais deuxième surprise, les Cubains sont champions du monde amateurs de la discipline. Comme pour tous les autres sports, l'entrée du stade est le plus souvent gratuite. Récente concession aux sirènes du capitalisme, depuis novembre 1995, des panneaux publicitaires ont fait leur apparition autour de la pelouse. La star nationale, Omar Linares, numéro 10, ne s'en émeut guère, comme il semble ignorer le chant des dollars des clubs étrangers qui rêvent de le faire jouer dans les stades américains ou japonais. Fidel Castro comprit très rapidement les bénéfices qu'il pourrait tirer d'une politique sportive dynamique. Dès sa prise de pouvoir, il mit en place un système éducatif original. Excellent sportif lui-même, Castro n'hésitait pas à montrer l'exemple. La stratégie était simple. Laisser le minimum de place aux tentations politiques et donner au reste du monde l'image d'une nation jeune et conquérante. 30 années plus tard, on peut mesurer le chemin parcouru. Cuba est devenue une référence sportive mondiale. Javier Sotomayor a largement profité de ce système sportif révolutionnaire. Si les Cubains sont loin de gagner l'équivalent de leurs homologues occidentaux, le pouvoir soigne particulièrement ses champions. Le sport est aujourd'hui la meilleure chance de promotion sociale à Cuba. Une médaille d'or représente un salaire de fonctionnaire, la fin des tickets de rationnement, la possibilité de voyager librement et un certain nombre d'avantages pour toute la famille. Sotomayor, Quirote ou Pedroso sont des modèles attractifs pour tous les jeunes Cubains. Yulkis a 17 ans. Il est boxeur. Comme la plupart des jeunes Cubains, il est inscrit dans un club de quartier. Son jeune frère de 13 ans est boxeur, lui aussi. Hermano también. Mi hermano. Va a ser un futuro también, mira. El futuro. Futuro boxeador también. Kim Moisés. Depuis l'automne dernier, Yulkis est champion junior des lourds. S'il confirme ses brillants résultats, il intégrera l'équipe nationale. Il sera alors entièrement pris en charge et quittera sa famille pour rejoindre le centre Orbéin Quesada. Actuellement, Yulkis vit avec sa mère, sa tante, son frère et son cousin. Comme la plupart des habitants de ce quartier,
leur niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. La famille vit avec l'équivalent de 10 $ par mois. Yulkis n'a qu'une certitude, il s'en sortira et il changera la vie de sa famille. La plupart des grands champions cubains viennent de ces banlieues. L'image du garçon de la zone qui boxe pour s'en sortir est un cliché international. Difficile pourtant de ne pas imaginer la motivation de ces jeunes Cubains qui, en quelques rounds, peuvent rêver d'une autre vie. Par le nombre de pratiquants, la boxe est le deuxième sport national. La boxe amateur cubaine est considérée comme la meilleure au monde. Un chiffre illustre cette domination. À Barcelone, les Cubains remportèrent 7 des 9 titres en compétition. Rien qu'à La Havane, il existe une vingtaine de clubs. Avec un tel réservoir de champions, Cuba n'a pas de problème de relève. Yulkis doit désormais assumer sa nouvelle condition de champion. Les matchs sont de plus en plus difficiles. Il affronte ce soir un ancien champion du monde des lourds. Comme tous les champions cubains, Félix dépend d'un centre d'entraînement intensif. Le Cerro Pelado se trouve tout en haut de la pyramide sportive cubaine. C'est ici que l'on prépare l'élite du sport cubain. Sous le soleil des Caraïbes, le survêtement a succédé au treillis et les sportifs ont remplacé les guerrilleros. Les athlètes sont devenus le ciment de la cohésion sociale. Lena Verdecchia a 22 ans. Elle a intégré ce centre à l'âge de 13 ans. La visite commence par la salle des trophées. Ici, les athlètes sont dorlotés. Des salles de jeu à l'occidentale, un régime alimentaire soigné et des équipes d'encadrement de pointe. Le sport, au même titre que l'armée, l'éducation ou la santé, fait partie des priorités nationales et il faut reconnaître que les résultats sont à la hauteur des sacrifices consentis. L'équipe de volley-ball cubaine est l'une des meilleures de la planète. Et pour une fois, les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons. Grâce à ces succès, le ministère des Sports cubain loue désormais en dollars les services de ses entraîneurs dans le monde entier.
L'haltérophilie est aussi une spécialité nationale. Dans une discipline historiquement très marquée par le dopage, les sportifs cubains sont loin de ces monstres de muscles qu'étaient les athlètes utilisant les anabolisants ou la testostérone. Aucun Cubain n'a jamais été contrôlé positif par le CIO. Le sérieux et l'efficacité des méthodes de préparation semblent suffire à justifier de remarquables résultats. Pablo Lara, la star locale de la spécialité, soulève en douceur 160 kg, à une dizaine de kilos de son propre record du monde. À Atlanta, il échangera peut-être quelques grammes d'or contre les tonnes de fonte de ses haltères. Plus surprenant encore, dans un sport pourtant très éloigné de leur culture, les Cubains sont champions du monde de fleuret. L'équipement est dérisoire, la chaleur étouffante et les protections insupportables. La pyramide sportive cubaine fonctionne à merveille. Les Cubains compensent leur manque de moyens par un luxe d'investissement humain. En quelques années, un enfant peut passer d'une école de province à ce centre d'entraînement intensif. Après une première année test, les meilleurs éléments sont retenus et intègrent définitivement cette pépinière de champions. Lenna Verdecchia a commencé le judo après avoir fait un peu d'athlétisme. Ses professeurs avaient vite détecté ses qualités naturelles. Depuis, Lenna a obtenu de remarquables résultats, dont un titre de championne du monde junior. Cuba est un peu au sport ce que les Japonais sont à l'automobile. Après s'être inspirés de ce qui se faisait de mieux à travers le monde, les Cubains ont développé leurs propres méthodes. Demora mucho, tiene que mejorar ese paso. Vamos. Bien, sigue así, sigue así. Adultos más. De pie, caminando, kimono arreglado. Et même si les entraînements sont durs, les Cubaines restent très attentives à leur look. Une marque sur le décolleté peut gâcher la soirée. L'arme secrète du sport cubain se trouve peut-être dans les sous-sols du Cerro Pelado. Là se trouvent rassemblés les départements de médecine et de psychologie sportive. Les médecins du centre ont mis en place une visite médicale hebdomadaire, fréquence inhabituelle dans la plupart des autres pays. Tout y passe, tension, poids, masse musculaire, mais aussi électroencéphalogramme, test psychique, un check-up complet qui permet d'évaluer la condition générale des sportifs. C'est sans doute en adaptant la charge d'entraînement à l'état physiologique de chacun que les Cubains ont pu obtenir ces résultats. Et rien n'échappe à ces blouses blanches du sport. Chaque paramètre est analysé méticuleusement. Ya. Fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más, ya. 40.
Dans tout le centre, il n'existe qu'un seul ordinateur. Les informations sont donc le plus souvent enregistrées et interprétées à la main. Le docteur Pérez Duena est l'un des plus brillants spécialistes de médecine sportive de la Havane. Il y a quelques années, il fut recordman du monde de triple saut. Analyser et assister, c'est le rôle des 28 psychologues qui ont en charge les élèves du Cerro Pelado. L'école de psychanalyse cubaine a bénéficié de l'expérience des autres pays de l'Amérique latine. Ce programme d'aide psychologique aux athlètes est une des grandes particularités du système cubain. Chaque psychologue est responsable d'une discipline particulière. Lors d'une rencontre hebdomadaire, ils comparent leurs travaux et leurs observations. Il y a 5 ans, les responsables du Cerro Pelado décidèrent de constituer une classe de taekwondo avec l'aide de leurs vieux amis nord-coréens. Il ne s'agissait pas d'un simple échange culturel. Si les Cubains s'intéressent tant au taekwondo, c'est tout simplement parce que celui-ci sera discipline olympique aux prochains Jeux de Sydney. Aujourd'hui, les Nord-Coréens ont disparu et d'une façon générale, Cuba préfère utiliser ses propres entraîneurs. Mais toutes les clés de la réussite sportive cubaine ne se trouvent pas au Cerro Pelado. Elles sont à chercher dans les écoles de la Havane, Santiago ou Santa Clara. Tous les enfants sont scolarisés et le taux d'illettrisme est inférieur à celui des principaux pays industrialisés. Dans ce système éducatif, le sport joue un rôle important, à tel point que Cuba est un des rares pays à avoir mis en place des sections sport-études dès les classes de primaire. Ces institutions, première marche de la pyramide sportive, existent dans tout le pays. Tous les jours, dans cette piscine de la Havane, des enfants de 6 à 10 ans de la section sport-études AIDE viennent s'entraîner. C'est ici que Cuba prépare ses champions de demain. Mais à la différence des ex-pays d'Europe de l'Est ou de la Chine, ces enfants ne quittent pas leur famille pour intégrer un centre d'entraînement. Les trophées olympiques ne justifient pas tous les moyens. Tous les éducateurs bénéficient d'une formation de haut niveau. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs formés au Cerro Pelado. Importante que se respire cada 3 y cada 5. No hacemos nada con realizar el movimiento y no realizar la respiración cada 3 y cada 5. ¿Preparados? Ici, le système sportif est tout à fait original. Au pays d'Europe de l'Est, il a emprunté une sélection rigoureuse et des méthodes d'entraînement scientifiques. Aux grandes démocraties occidentales, les techniques de préparation psychologique et le respect de la personnalité de l'athlète. Grâce à ce cocktail inédit, Cuba s'impose peu à peu comme une référence sportive mondiale. Devant le stade latino-américain, des statues élevées à la gloire des héros de l'effort suggèrent que le modèle sportif cubain ne craint pas l'épreuve du temps.
Mais difficile de dire aujourd'hui si l'éducation, la santé et le sport survivront au marxisme tropical. Cuba est-il condamné à devenir un nouvel Haïti ?